Bonjour, ici Herman Charret, bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, nous allons parler de la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul en compagnie du docteur Paquette, qui en est effectivement le président, et ce depuis plusieurs années maintenant. Nous allons également parler à une jeune entrepreneur qui est issue en soi d'une famille très entrepreneuriale, qui est la famille Dufour. Et il s'agit de Madeleine Dufour, qui est la relève en soi de la grande famille du Migneron. Et on va parler cette fois-ci non pas fromage, mais alcool et gin. Nous allons également recevoir le nouvel éditeur du journal l'hebdomadaire Le Charlevoisien, en la personne de Sylvain Desmeules. Et nous allons parler effectivement des défis auxquels le monde médiatique a à faire face, principalement à tout ce qui s'appelle télévision, journaux et même radio en soi. Alors, vous allez voir une émission fort intéressante. Paquette, bonjour. Bonjour. On vous connaît, oui, vous êtes connu et reconnu, oui. Et vous êtes aussi le président de la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. C'est ça, c'est ça. Alors, ça fait quand même plusieurs années, là. Bien, depuis le début, quoi? Pas tout à fait depuis le début. Je suis membre fondateur, mais les 2 premières années, ça a été le notaire Simard qui était président. Et moi, ça fait au moins 25 ans. Là, 25 ans, un quart de siècle. Là. Même, je ne sais pas plus, là, un peu. Là, ouais. Ah. Oui, un peu plus que ça, parce que la Fondation va avoir 30 ans en 2019. OK. Bon, là, puis dans ces 30 années-là, il y en a eu des choses qui sont passées. Beaucoup. Ça a évolué. Oui, ça a évolué. Aujourd'hui, on est rendu qu'on démolit le vieil hôpital, ils ont tout transféré ça dans le nouvel hôpital. C'est ça, Mais c'est pas parce qu'on a un nouvel hôpital qu'on n'a pas de besoin. Les besoins sont quasiment plus importants parce que quand on a un nouvel hôpital, ce qu'on recherche, c'est du développement. OK. Puis le développement n'est pas tellement budgétisé dans les budgets du CIUS puis du ministère, dans le fond. Donc, on aura toujours comme individu une certaine part de responsabilité. On a beau dire, on paye des impôts, mais je pense que comme individu, dans une région donnée comme la nôtre, il faut absolument qu'on se développe. Et si on attend après les autres, je pense qu'on va passer deuxième. Connaissant les budgets serrés à droite et à gauche, les besoins grandissants en médecine. C'est ça. Et les nouvelles technologies, il apparaît à chaque, peut-être pas à chaque jour, mais régulièrement, de nouveaux appareils. Puis évidemment, les gens sont intéressés à avoir ces nouveaux appareils-là. Donc, nous, on essaye de répondre du mieux possible. Dans l'année 2018, c'est probablement là, plus ou moins 200 000 $. Oh! Ah oui. Puis dans l'année 2019, ça va être à peu près la même chose. On a déjà un engagement pour plus ou moins 150 000 $ pour l'urologie et la gynécologie, 2 nouvelles spécialités qui vont se développer là, dans le nouvel hôpital. OK. Donc, les besoins, il n'y a pas de doute, ils sont là. Le CIUS a identifié cette spécialité-là, mais ils n'ont pas nécessairement les argents nécessaires pour acheter des équipements? Bien, c'est que, évidemment, il y a des équipements qui sont fournis par le CIUS, c'est sûr, mais là, c'est toujours l'histoire, la grande discussion. Est-ce que c'est du développement ou pas? Alors, nous, quand c'est vraiment du développement, quand c'est une nouvelle technologie, comme par exemple, en urologie, il va y avoir beaucoup quand même d'appareillages qui vont être fournis, puis qu'on a déjà, qui ont été payés par le CIUS. En gynécologie, étant donné qu'il y a peut-être des nouvelles techniques ou de nouvelles opérations qui vont se faire ici, parce que le but, dans le fond, c'est toujours la même chose, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas à se déplacer vers Québec. Le but ultime, c'est ça. Si on a un hôpital, c'est d'offrir le maximum de services. C'est ça. Par contre, il y a des fois des demandes à lesquelles on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas de besoin suffisant. Okay. Et cette spécialité-là est surtout à Québec. Puis on nous dit que souvent, l'attente n'est pas si importante que ça à Québec, puis ce n'est pas des histoires qui mettent la vie en danger la plupart du temps.
Alors là, ben Parce que les spécialités, que ce soit cardiologie ou autre, je veux dire, les gros hôpitaux, ils s'en font une spécialité oui, à c'est Québec. ça. Donc, C'est ça. il y a un problème, on s'en va à tel C'est hôpital, ça, tel c'est autre ça. problème, on s'en va à tel autre hôpital. Exactement. Mais on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de ces spécialités-là maintenant qui sont présentes à Baie-Saint-Paul par des spécialistes itinérants, mais le service est excellent. Par contre, souvent, ces gens-là, pour travailler, bien, ils ont besoin d'appareils un peu plus spécialisés, puis c'est toujours la même histoire. C'est un peu le rôle de la Fondation, Oui. des fois, c'est de compléter l'appareillage qui est là C'est par... Puis on sait comment ça fonctionne, hein? Les appareils dans ces domaines-là, souvent 5 ans, 10 ans, puis il faut renouveler parce qu'on est dépassé, là. Ah. Ce qui était bon aujourd'hui n'est pas bon C'est nécessairement ça, demain. c'est ça. Mais en même temps, la technologie permet des avancées où on est en mesure de soigner plus adéquatement Exactement. la personne. Exactement. Oui, oui, oui. Si on regarde, par exemple, en ophtalmologie, il y a quelques années, on offrait surtout à Baie-Saint-Paul les excisions de cataracte, des choses comme ça. Maintenant, on est rendu plus loin que ça. Il y a des soins au niveau de la rétine, il y a de la dégénérescence maculaire. Alors tout ça, ça demande un appareillage un peu plus sophistiqué. Et c'est ce qu'on a fait. En ophtalmologie, là, on doit dépasser le 200 000 d'investissement là, depuis quelques années. Là. Au total, là, depuis laquelle? Ben, On parle de... Il n'y a pas longtemps. On parle de millions, on est au-dessus de 2 millions. 2 millions. 2 millions. Mais là, dans les prochaines années, en 2018, 2019, 2020, on pense que ça va être encore des gros investissements parce que, évidemment, on entend toutes sortes de rumeurs pour d'autres appareillages. Pour le moment, nous, on attend. On essaye de répondre du mieux possible, mais effectivement, la demande est là. Ah. Récemment, chaque individu qui répond à une adresse civique a reçu à la maison par la poste l'enveloppe et le pamphlet de la Fondation. Puis ça, c'est important parce que on ramasse à chaque année là, plus ou moins entre 20 et 25 000 avec ça. Mais les gens nous répondent. Des fois, dans les premières semaines, beaucoup de réponses, mais ce qui est amusant, puis ce qui est intéressant, c'est que tout au long de l'année, souvent, on reçoit une petite enveloppe avec... Il l'avait oublié ou il n'y avait pas à ce moment-là. C'est une question de timing, c'est ça. L'expression? Alors nous, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'un jour, à quelque part, on ait des montants d'argent à distribuer. Par contre, ça fait partie de façon importante de nos récoltes de fonds. Ça représente, je ne sais pas, peut-être un 10 au moins de notre récolte de fonds. Puis c'est surtout aussi pour créer cet esprit d'appartenance-là. On a déjà appelé cette campagne-là les Amis de la Fondation. On a encore un peu ce thème-là de temps en temps. Mais c'est ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent intéressés et qu'ils ressentent peut-être un certain plaisir à donner un petit 5$, un petit 10$ pour nous aider à continuer l'œuvre qu'on a entreprise. Parce que là, le thème, c'est l'avenir se prépare aujourd'hui. C'est ça. Bien là, on est dedans. Là. Ouais. On est dedans parce que depuis quelques années, on disait toujours, bien là, l'hôpital 9 s'en vient, l'hôpital 9 s'en vient. Mais là, elle est là. C'est arrivé, elle est là. Ouais. Fait que là, il faut d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas visité, peut-être aller la visiter, voir un peu comment ils vont trouver ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Complètement des extrêmes. Non. On est complètement dépaysés. Puis, il va falloir continuer à amener des soins puis des services dans cet hôpital-là qui sont de qualité. Puis, je pense que le but de la Fondation, bien, c'est ça. C'est ça. L'aspect qualité. L'aspect qualité. Que les gens puissent se sentir réellement confortables à travers les soins qu'ils vont recevoir. Dans le pamphlet en question, on touche quand même à différents éléments, à savoir, il y a des fonds. Oui. C'est différents fonds. Oui. On peut choisir soit un fonds général, donc ça devient la prérogative de la Fondation de dire on met ben, c'est ça. Nous, le fonds général, bien évidemment, il sert surtout, le terme le dit, à des achats qui sont plus d'ordre général. Exemple, l'ophtalmologie, l'urologie, la gynécologie, des choses comme ça. Les autres fonds, moi, sont un peu plus dédiés. Si on regarde le fonds des soins palliatifs, bien, c'est à partir de ce fonds-là qu'on a organisé les 2 chambres et dans le nouvel hôpital, le salon. Et je vous dirais qu'actuellement, les commentaires sur Facebook et notre site Web, les gens qui passent, malheureusement, par ce salon-là, ils sont emballés de voir là, de quelle façon ça a été aménagé. Les autres fonds, on a le fonds CHSLD, c'est pour les personnes âgées. Alors là, il y a des choses qui s'en viennent. On a fait des déboursés il y a quelques années pour des fauteuils adaptés, des choses comme ça. Mais là, il y a d'autres demandes qui s'en viennent. On verra.
En fait, il y a un fonds qui a été, le fonds DI-TSA a été jumelé avec le fonds enfants-ados parce que il n'y avait pas beaucoup de demandes. Enfants-ados, c'est un fonds qui avait été mis en place un peu dans le contexte de Forum Jeunesse et puis tout ça. Puis là, ben, on a l'impression qu'il y a d'autres sources de financement pour ce fonds-là. Mais on est encore là pour des programmes plus particuliers, puis surtout avec le DI-TSA. Le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. On sait que des autistiques, il va en avoir. C'est comme si c'était en croissance, cette chose-là. C'est ça. Et c'est dû, grosso modo? Est-ce une raison? C'est-tu l'alimentation? C'est-tu la pollution? Moi, je pense que c'est toute la publicité, c'est l'éducation qui s'est faite autour de ça. OK. C'est le diagnostic. OK. Donc, avant, ça existait, mais on n'était pas capable de l'identifier. Ben oui. Et, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Les gens qui connaissent un peu l'humour doivent connaître le dénommé La Prise. Ouais. Hein? Ben, il a été diagnostiqué à l'âge de 33 ans. En consultant pour un de ses enfants qui était autistique. Okay. Alors, il y a beaucoup d'adultes, dans le fond, qui le sont, puis qui ne le savent pas. Donc, ils sont quand même opérationnels. Bien, la plupart des gens là, qui ont de l'autisme, l'autisme plutôt léger, la plupart vont être très fonctionnels. On seulement qu'à regarder là, tout ce qui se passe à la TV, les gens qui font des coming out, comme on dit, puis on reste surpris. Mais ils ont réussi, puis je pense qu'ils vont réussir. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, il y a des formes d'autisme, comme l'Asperger. C'est très intelligent, ces gens-là. Là. Okay. Souvent, c'est des gens qui ont de la douance. C'est ça, ils ont des lacunes à certains endroits, mais ils ont des forces à d'autres endroits. La douance, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut devenir bien plus un problème qu'une qualité. Là. Okay. C'est quelque chose. Alors, c'est un fonds qui est important. Puis, enfants-ados, l'autre élément qu'il y avait aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'activité dans les dernières années parce que nous autres, on aime que les fonds s'autosuffisent un peu. Alors, la plupart des fonds, ils essayent d'organiser des activités, puis mais on donne beaucoup plus que ce qu'ils nous apportent, là, mais peu importe. Puis il y a le dernier qui est traité santé. Qui est un esprit sain dans un corps sain. C'est ça, puis qui, là, dans les nouveaux locaux, encore là. Parce que là, ils sont rendus dans l'édifice du nouveau CLSC. Là. Okay. Alors, effectivement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller là, mais il faut que j'aille voir visiter ça. Il paraît que c'est extraordinaire comme local. Parce que ça, c'est autant que c'était comme un point d'interrogation au moment où ça a été créé, autant aujourd'hui, c'est une nécessité. Bien, parce que là, il faut dire que ça s'est élargi, là, les critères. Maintenant, au début, c'était surtout pour les gens les cardiaques. Maintenant, tu as les diabétiques, les gens qui font du cholestérol, les hypertendus, les gens qui ont des problèmes pulmonaires. Ça fait une clientèle importante. On élargit la clientèle. C'est ça. Fait que là, on discute effectivement du fond, mais on se rend compte que c'est un incontournable. C'est un incontournable. Il faut absolument nous aider parce qu'on est là encore. La Fondation est là pour plusieurs années. On pense à la pérennité, c'est évidemment. Mais pour le moment, on est capable de suffire à la demande, mais il faut qu'à chaque année, on renouvelle un peu les fonds. Alors, là, j'en profite pour inviter nos gens, les gens de la communauté, à nous aider, puis surtout aussi pour les remercier, parce qu'à chaque année, régulièrement, parce qu'il y a d'autres activités de financement où les gens sont généreux. Des fois, c'est pas en argent, mais c'est du bénévolat. Oui, les gens sont très généreux. Donc, j'aimerais remercier la population générale qui nous accompagne, les bénévoles. Je pense que c'est important de remercier les bénévoles, les gens du bureau, et aussi Desjardins, parce que Desjardins nous accompagne encore cette année. Un gros partenaire. Gros partenaire Desjardins. Ils ont un esprit communautaire assez fort. Beaucoup. C'est rare qu'on ait pas reçu que le sourire. Dites-moi, avec le nouvel hôpital, effectivement, je sais qu'il y avait eu une journée où tout l'ameublement du vieil hôpital avait été vendu. Ça a été un beau succès, ça? Oui, ça a été un beau succès. Malheureusement, si on avait eu plus de temps, parce que nous, on a su le mardi qu'on pouvait commencer à se promener dans l'hôpital pour regarder ce qu'il y avait à vendre. Pour le samedi. C'est gros. C'est gros. On avait d'abord, tout le monde a été extrêmement surpris de voir l'immensité des appareils puis des meubles qu'on avait là. Et, moi, j'ai même, semble-t-il, votre ancien bureau. Oui, ça se peut. On m'a dit ça. Effectivement, ça a été. C'est une journée qui nous a rapporté là, un peu plus de 30 000 $. Alors, si on avait pu s'organiser un peu avant, puis malheureusement, on avait des offres sur certaines choses très intéressantes.
à laquelle on n'a pas pu donner suite parce qu'il aurait fallu démolir un mur ou sortir des gros appareillages. Et on n'a pas réussi avec le temps. Et on pensait peut-être d'être capable avec l'entrepreneur en démolition, puis c'était trop compliqué. Mais peu importe, on est content. Et encore là, ça veut dire que du mardi au samedi, là, on avait une vingtaine de bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire. C'était d'aller chercher partout dans l'hôpital, amener ça, classer ça, mettre les prix. Et on avait dit à notre monde, les gens vont s'occuper de sortir leurs choses. Mais là, on s'est rendu compte qu'il allait reconduire les meubles dans les autos. Puis, alors, le bénévolat a été extraordinaire cette journée-là. Non, franchement, ça a été un moment aussi où le monde réalisait. Pour nous, là, c'est vrai, l'hôpital. Puis pour la Fondation, on a vu tellement passer de monde que ça nous a fait connaître encore plus. Puis il y a tous des liens, on rencontre des gens, puis on jase. Ça a été agréable. Une belle journée. Donc là, présentement, le vieil hôpital est en train de se faire démolir. On peut voir, il y a déjà deux étages de partie. Des gros trous, là. C'est quelque chose. Finalement, je veux dire, ce qu'il y avait à récupérer de cet hôpital-là, ça a été fait pour vous. Oui. Nous, on a récupéré. Bien, il faut dire qu'avant nous, il y a plusieurs organismes qui ont passé, là. En premier, le CIUS. Le CIUS a ramassé tout ce qu'il pouvait ramasser, autant pour le nouvel hôpital que pour d'autres hôpitaux dans le réseau. Après ça, il y avait la ville de Baie-Saint-Paul qui devait passer et il y avait aussi, au niveau de l'informatique, une compagnie spécialisée qui passait avant nous. C'est ce qui s'appelle le fil. C'est ça. Il y a quand même de la valeur là-dedans. Nous, on avait ce qui restait là, à partir du mardi matin. Là. OK. Fait que là, si on veut donner à la Fondation, on a la possibilité. C'est le temps ou jamais. Des fois, le temps des fêtes, c'est compliqué un peu. On met le pamphlet sur une petite table, puis rendu au mois de janvier, au mois de février. On ne le jette pas, on le met juste le côté. C'est ça, c'est ça. Puis de toute façon, il y a beaucoup d'informations parce qu'il y a le site Internet, vous avez votre page site web, Facebook. Alors, l'un dans l'autre, si on veut savoir comment ça fonctionne. Tout est là. Bon, bien, écoutez, merci de votre passage. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. J'en profite également pour souhaiter des joyeuses fêtes à tout notre monde, tous ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Là. Joyeuses fêtes. Bien, merci et longue vie encore à la Fondation. J'espère. Merci. Madeleine Dufour, je dirais la relève de la famille de la maison d'affinage Maurice Dufour et de la grande famille Migneron. Bien le bonjour. Bonjour, M. Charret. Merci de nous recevoir. Merci d'être sur ce plateau. On vous reçoit aujourd'hui parce que là, ça bouge chez vous. Et tout récemment, vous avez lancé une boisson. Oui. Un gin. Alors, qui est assez exceptionnel, je dirais. C'est pas tout le monde qui se lance dans ce type de production-là. Félicitations. Merci beaucoup. Là, on me dit par contre que c'est quasiment un projet que toi, que tu tenais à cœur. Oui, bien en fait, on est amateur de gin à la base. Donc, déjà, ça fait un beau pigment à ce projet-là. Et puis, après, on s'est lancé. Le but de l'exercice aussi, c'était d'utiliser notre matière première. Pour ce gin-là en question, c'est le marc de raisin. Donc, c'est tout ce qui est de solide après avoir pressé le raisin. Donc, nous, on récupère le jus pour faire le vin. Parce que là, vous avez vos propres vignes. Exactement. Il y a du vin que vous produisez. Exactement. Vous êtes rendu à combien je vais dire en combien termes de plants de vigne, superficie? Ici, à Baie-Saint-Paul, on parle d'à peu près entre 15 et 18 000 plants de vigne. Donc, c'est une belle production. Évidemment, ils ne sont pas tous à maturité. Parce que ça prend un certain temps. Oui, ça prend quelques années. Donc, le vignoble, c'est un projet de patience toujours. Okay. Et puis, on est en location de terre aussi à Saint-Joachim, donc sur le Cap Tourmente, qui était un projet en parallèle, comme si on était en location là-bas. Donc, on a repris un vignoble qui existait depuis une trentaine d'années. Okay. Et puis, on occupe les terres là-bas. Donc, on fait tout le travail et ensuite, on récupère le raisin, on vient le presser à Baie-Saint-Paul. Est-ce que le microclimat charlevoisien ou de cette région-là est propice à tout ça? Bien, on fait des découvertes, on fait des tests? Bien, c'est des belles découvertes, en fait, qu'on fait depuis plusieurs années. Comme vous savez, le climat change toujours à chaque année. Donc, c'est toujours un peu des surprises et de l'adaptation. La vigne, c'est vivant. Donc, on ne peut pas prédire comme si c'était une science exacte parce qu'il y a la météo qu'on ne peut jamais
Ça serait le fun de toujours avoir la petite manette à proximité. Mais on ne sait jamais quand la première neige va arriver, on ne sait jamais quand toute la neige va être partie. On ne connaît pas le nombre de jours d'ensoleillement. Donc, c'est sûr qu'on a une réalité qui est à part. On ne peut pas comparer les vins québécois à des vins européens ou même avec des vins ontariens. Donc, c'est deux réalités. OK. Il faut les goûter tels qu'ils sont Oui, pour ce qu'ils sont. Exact. Parce que le raisin, même entre l'Estrie et Charlevoix, il y a une différence qui est exceptionnelle. Nous, on a commencé à avoir de la neige début novembre. Et puis en Estrie, il y avait à peine un peu de blancheur. Puis nous, on était déjà ensevelis, puis les plants étaient déjà en dormance. Ah. Donc, c'est même pas la même game. Il faut s'intéresser au terroir avant de goûter aux produits. C'est complexe, C'est très complexe, oui. mais en même temps fascinant. Oui. Hein? C'est un art, puis en même temps, bien, on oublie un peu la valeur du mot terroir, mais c'est vraiment ce que la terre nous donne. C'est un peu... c'est notre ADN, en fait. Ah. Alors là, c'est officiel. Il y a un gin qui s'appelle comment déjà? Le gin d'été. Le gin d'été? Oui, le gin d'été qu'on a sorti à la fin d'automne. C'est de la production d'été? Exactement, c'est la production d'été parce que, en fait, c'est vraiment un rappel des botaniques qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a vraiment une touche de l'estival en Baie-Saint-Paul. Donc, on a utilisé des produits qui pousseraient seulement, qui pourraient facilement pousser ici à Baie-Saint-Paul. Donc, il n'y a pas de citron, il n'y a pas de cannelle. C'est vraiment toutes les équivalences de ces papilles-là, on les a trouvées dans les plantes boréales de la région de Baie-Saint-Paul. Dire que je commence la production et je livre, ça prend combien de temps, ça? Bien, évidemment, pour une matière première qui est issue du raisin, il faut récolter le raisin en premier. Donc, on peut parler d'une récolte normalement au mois de septembre. On peut faire le marc habituellement, partir une base de grappa sur une plage horaire qui est plus hivernale. Puis ensuite de ça, bien, on a l'année pour concocter un peu nos botaniques. Mais la réalisation pour un gin, ça se fait relativement rapidement, vu qu'il n'y a pas de vieillissement. Donc, moi, ça peut me prendre, en tout et pour tout, pour la fabrication jusqu'à l'embouteillage puis l'étiquetage, un mois, puis bing bang, tout est fait. OK. Ouais. Quand on parle d'alcool, on parle de vin, on parle beaucoup de goût, Ouais. de sensations. Il y a de la compétition. Oui. Alors, est-ce qu'on cherche une saveur pour se démarquer ou bien non, on essaie de dire, bien ça, c'est réellement ma saveur, puis comment je peux l'amplifier? Bien, en fait, c'est un mélange de tout ça. Je me souviendrai toujours d'un de mes amis. En fait, quand on a fait un panel de dégustation au tout départ avec de nos amis super proches, des chefs cuisiniers, des sommeliers, des amis en qui on avait une confiance à leur papille aussi. On avait fait un panel comme ça pour parler de saveurs, pour parler de parfum. Et puis, il y a un de mes amis, Sylvain, le propriétaire des Faubergers, qui m'a dit « Ton gin, il existe à Baie-Saint-Paul. Il ne faudrait pas que quelqu'un en Australie puisse le recréer. Il faut que ça soit une photo. » Typique. Bien, typique, parce qu'au final, c'est quoi la différence entre mon gin ici Effectivement. puis un des meilleurs berceaux, ça serait l'Angleterre, par exemple. Donc, c'est quoi que moi que j'ai que l'Angleterre n'aura pas? Donc, ben, moi, j'ai de la verveine, on a de la camomille sauvage, on a des baies de genévrier qui sont exceptionnelles. Donc, c'est ça. On a décidé de prendre une photo de l'été de Baie-Saint-Paul, puis on ne pourrait pas recréer ce produit-là, ce gin-là, au BC, par exemple. J'aurais pensé que le gin, c'était une question d'une génération précédente, mais là, je te regarde, tu es toute jeune. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça t'a attiré vers cette boisson-là? Évidemment, il y a une tendance qui existe. On le voit dans le marché, c'est certain. Mais de plus en plus, le consommateur s'intéresse à tout ce qui est recette puis à des trucs un peu nouveaux. Donc, on va apprivoiser l'amertume du gin, on va apprivoiser l'alcool plus fort. Si on recule il y a quelques années, bien, on était moins connaisseurs un peu. Il y avait quelques connaisseurs de whisky à gauche, à droite, mais après, on avait un peu peur des alcools un peu forts. Donc, je pense que culturellement, on se l'est approprié, puis on est prêt à faire les différences entre certains gins. Je pense qu'on est de plus en plus éduqués. Puis en même temps, je regarde, il y a de plus en plus de production québécoise. Ouais. Là. Oui. Donc, juste regarder la vodka il y a quelques années où il n'était même pas en production, il était comme la meilleure vodka au monde. Oui, c'est clair. Mais évidemment, ça fait partie de cette belle vague-là que connaît le Québec en ce moment. Puis je suis sûre que dans 5 ans, il va y avoir le salon des vins, puis il va y avoir le salon des spiritueux. Ah. C'est à ce point-là, c'est vraiment une effervescence, comme si on reculait il y a 10 ans avec les microbrasseries. Ça va être une belle vague. Puis je crois aussi qu'il va falloir faire la différence entre ceux... Comme dans plusieurs créneaux, évidemment, comme dans plusieurs marchés, il y a différentes méthodes de faire.
Je ne vous mentirais pas qu'il y en a qui prennent des raccourcis un peu plus évidents. Dans le but de produire plus rapidement. Oui, de produire plus rapidement, mais aussi de même acheter leur alcool ou de même acheter des matières premières comme ça déjà toutes faites ou de l'alcool déjà tout fait. C'est une possibilité qu'on a en tant que distillateur aussi pour combler un peu le portefeuille. Puis c'est parfait, puis chapeau à ceux qui le font pour faire rouler la business, puis au final, tout le monde est content. Sauf que j'invite le consommateur à des fois à regarder sur l'étiquette ou aller voir sur la plateforme Internet pour voir d'où ça vient. OK. Alors, le gin a été lancé, puis on est déjà en rupture de stock. Oui. Bien, c'était une mini-quantité. Hein? Donc, c'était un peu un petit clin d'œil à ce projet de distillerie-là. On voulait mettre sur la tablette un produit qui nous tenait à cœur pour faire un peu aussi un petit clin d'œil à notre communauté, aux gens de notre famille, à nos amis qui sont amateurs de gin aussi. Puis on fait, OK, on se fait une petite batch, la 001, pour s'amuser. N'empêche que c'est une recette de très haute qualité, puis ça a pris 1 an à développer. C'est pas genre un truc de C'est ça, mais la caractéristique qu'on y retrouve dans ce gin-là en particulier, c'est? En fait, moi, j'aime dire que c'est un gin d'été, mais j'aurais pu dire que c'est un gin de délicatesse aussi. Parce qu'il y a plusieurs méthodes de distillation. On parlait tout à l'heure des grosses épaules ou du gros gin, par exemple, du London Dry Gin. Nous, au Charlevoix, ce qu'on a fait pour la cuvée 001, c'est un gin de macération. Donc, pensez un peu à de l'alcool déjà fruité à la base, dans lequel on a fait tremper des botaniques, tremper des plantes. On a travaillé aussi avec l'Université Laval pour la cueillette de certaines plantes dans leur forêt, la forêt Montmorency. Donc, c'est ça, c'est une macération. Donc, on a moins le côté résineux puis lourd de faire bouillir les botaniques, par exemple, comme ils le font en Angleterre. C'est une recette, j'allais dire, c'est chimique, c'est pas chimique, c'est biologique. Là. Oui, bien, il y a un volet il y a plusieurs volets, Parce que c'est de savoir doser les quantités. C'est il y a vraiment des une saveurs recette qui ressortent plus, mais là, c'est un mariage de tout ça qui est important. Oui. C'est quelque chose. C'est fascinant. C'est un mélange entre la cuisine, entre la science, entre la chimie, puis un peu de marketing, puis hop, et voilà, ça fait une... Alors là, la prochaine, ça va être en 2019. Exact. Donc, le premier produit qu'on devrait lancer en 2019, si la tendance se maintient, ça sera notre vodka à base de lactosérum. OK. Donc, si on se rappelle, en fait, c'est vraiment le pilier de tout ce projet-là, ça se trouve être le lactosérum. Quand on a voulu récupérer cette matière première-là qu'on avait, en fait, c'est ce qui nous a poussé à... Vous êtes quasiment devenu autosuffisant là, avec la production de tout ce qui s'appelle fromage ou vigne. Oui. Vous utilisez vos produits pour faire autre chose. Exact. Donc, c'est vraiment... On voulait rappeler aux gens que tout ce cycle-là est très agricole. Donc, nous, on prend une matière qui est le lait, puis en plus, on peut partir de plus tôt que ça dans le cycle parce qu'on a notre élevage de brebis laitières qui mangent au pâturage. Dans ce même pâturage-là, il y a les vignes à côté. On récupère toute cette matière-là pour en faire de l'alcool. Donc, on a vraiment, quand on parle de produits 100% de charlevoisien, c'est dur d'être plus terroir que ça. Chapeau. Alors là, donc, la vodka va s'en venir, il y a le gin, puis en même temps, il y a les vins, le rouge et le blanc. Oui, on a quelques beaux produits. On a même sorti des exclusivités pour la période des fêtes. Combien d'années, là? Ça fait c'est notre, disons, 5e embouteillage, okay. Mais on a de la vigne qui pousse depuis environ 8 ans sur le site chez nous à la maison. Donc, pour le temps des fêtes... Puis les caractéristiques entre aujourd'hui, la première cuvée, mettons, puis 5 ans plus tard, au goût, dans la façon de procéder? Il y a une maturité du raisin qui va venir, qui va venir avec le temps, évidemment. Plus la sève coule dans le plant, plus il va y avoir une sucrosité qui va embarquer. La photosynthèse va se faire d'une manière encore plus claire. Et puis, c'est sûr qu'on va... Au tout départ, on va être riche en acidité, ça va être un peu, ça va être très vif comme goût. Puis là, plus on avance avec le temps, plus le plan... C'est un peu comme le Beaujolais nouveau au tout début, quand il sort versus le vin qui vieillit. Oui, mais en fait, encore là, c'est deux plans complètement différents, c'est deux racines différentes et tout ça. Donc c'est en termes en termes de fraîcheur, disons-le comme ça, ça peut être un comparatif. C'est complexe, ça aussi. Oui. C'est complexe, mais nous, pour les dernières cuvées, on n'a pas fait de vieillissement encore. Donc, c'est encore ce qu'on appelle des vins nouveaux. C'est la récolte de l'année qu'on met en bouteille, donc qui est préparée pendant à peu près 5 à 6 mois, et puis qu'on embouteille après. Il n'y a pas de vieillissement en fût de chêne pour l'instant. Peut-être dans le futur, on s'amusera à le faire, mais pour l'instant... Est-ce que vous sentez un engouement de plus en plus présent sur les consommateurs de vin par rapport aux productions québécoises? Oui. De plus, je pense qu'il y a une dizaine d'années, je vais l'avouer, je n'étais pas encore consommateur de vin.
je vous mentirais pas que j'avais pas l'âge. Donc, mais je pense qu'il y a eu, encore une fois, une éducation qui s'est faite. Donc, si on recule il y a 10 ans, j'ai l'impression que les gens boudaient un peu les vins québécois. Évidemment, les techniques se sont perfectionnées aussi. Les gens savent qu'il ne faut pas comparer un vin du sud de l'Espagne qui a été ensoleillé pendant à peu près 250 jours, 300 jours. Ça ne se compare même pas avec ce qu'on a ici au Québec. Donc, ça vient avec l'éducation, ça vient avec le développement des papilles aussi, un peu comme un enfant qui va apprendre à aimer certains trucs. Ouais. Ça, tout est là. Ah, c'est bon. Qui va peut-être pas apprécier le citron au début, mais après ça, qui va apprendre à là, vous avez une panoplie de produits fort intéressants. Alors, quand on s'en va effectivement chez vous, dans vos locaux, là, on y retrouve un choix de produits assez variés. C'est quasiment une belle aventure, ça, d'aller chez vous. Oui. Bien, en fait, c'est ce qu'on voulait recréer un peu. On a fait des investissements dans la boutique l'année passée. Ça va faire déjà un peu plus d'1 an. Et puis, on voulait que tous les pôles se rassemblent dans cette boutique-là. Donc, autant la production des fromages qui reste notre emblème. La grande partie des visiteurs qui viennent nous voir à la boutique viennent pour le vigneron. Donc, on est encore très, très choyés. On se pince encore tous les jours. Ça fait 25 ans, le vigneron? On va célébrer les 25 ans l'année prochaine. Donc, ouais, on risque de popper quelques bouteilles de bulles l'année prochaine. Ça aussi, ça a été une belle aventure, là. Oui. Hein? Donc, c'est un beau... C'est ça. Donc, quand on arrive dans la boutique, bien, on s'intéresse à toute la production des fromages. Et puis, il y a les bouteilles de vin qui sont mises en valeur aussi. Puis aussi, on a notre production de brebis laitières, donc un petit peu d'agneau aussi. Donc, de manière sporadique comme ça, il y a quelques pièces d'agneau qui viennent de temps à autre occuper les congélos de la boutique. Puis en plus, on peut y aller en été comme en hiver parce qu'il y a des sentiers qu'on peut se promener autour. Exact. Là, on a le choix de visiter le magasin. On peut même se restaurer. Oui, donc on a créé un partenariat en même temps qu'on a fait les travaux de la boutique avec nos amis les Faux Bergers. Donc, Faux Berger qui est une offre un peu hors de l'ordinaire. Ouais. Donc, pour la période des fêtes, ils vont être ouverts un petit peu aussi. Le plus important, c'est de leur téléphoner pour leur demander leur disponibilité. Mais pour faire une histoire courte, en été, on a l'offre de la terrasse extérieure pour l'heure du midi. Donc, c'est sans réservation. On a fait construire un four à pizza, donc vraiment de la pizza sur feu de bois. Et puis, donc, c'est ça, sur l'heure du midi, c'est l'offre un peu plus décontractée, avec pas de réservation. Et puis pour le soir, on a la formule à environ 5 à 6 services, donc qui caractérise un peu les Faux Bergers. Donc quand on arrive chez les Faux Bergers, on ne sait pas ce qu'on va manger. Voilà, on prend le menu du jour. Exactement. Donc si on a des contraintes alimentaires, évidemment, on peut le dire à l'avance. Et puis les garçons préparent un menu différent à chaque soir. Évidemment, en s'inspirant des produits locaux. Et voilà, vous faites partie de la Route des Saveurs. Oui, un des membres fondateurs de la Route des Saveurs. Puis on est fiers de dire aussi qu'on est ouvert 7 jours sur 7, avec quelques exceptions pendant la période des fêtes, évidemment. Mais c'est ça, c'est des choix d'entreprise qu'on essaie de faire aussi. Ça fait un beau, même pour occuper un peu le temps, même pour les gens de la région la fin de semaine, de venir faire un coucou, de venir voir un peu, s'imprégner de l'air de la montagne. Là. Ça fait un peu différent de... Oui, le décor est superbe, c'est comme une vallée. On se croirait dans un autre pays. Mais c'est dans Charlevoix. Oui, on n'est pas trop loin de la maison. Dans le maximum de la haute saison, vous êtes combien de gens à travailler chez vous? Là? Alors, si on compte la fromagerie, la bergerie, le vignoble, la distillerie, on est à peu près 25 personnes à graviter autour de famille Migneron. Puis le noyau, c'est la famille? Oui. Donc, mon frère, ton frère, mes 2 parents, qui sont encore... plus qu'actifs dans l'entreprise. Et c'est des passionnés. Oui. Tout est là. Exact. Génial. Bien, félicitations. J'espère que j'aurai l'occasion de goûter à votre prochaine cuvée. Ah, bien, ça, c'est certain. Je l'ai manqué la première. C'est certain. Madeleine Dufour, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Bon succès. Merci beaucoup. Et bonne relève, quoi. Ah, on se le souhaite. Joyeux fête. Bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir. On est heureux de reconnaître ou de recevoir effectivement quelqu'un qui œuvre dans le milieu des médias. C'est le fun. Vous êtes éditeur, nouvel éditeur, je dois dire. Ça fait juste depuis le mois de juillet que vous êtes de retour. Voilà. Alors, c'est un monde que vous connaissez, le charlevoisien, ou l'hebdo comme tel, parce que vous avez œuvré maintes années passées. En fait, les plus vieux se souviendront qu'en 96,
à la fondation du journal Le Charlevoisien, qui était fondé par le regretté Charles Warren et Guy Charlebois, des figures qui sont bien connues dans Charlevoix. Bien, je faisais partie de cette équipe-là. Je ne suis pas un actionnaire, mais je veux dire, je faisais partie à titre de directeur d'information. J'ai jeté les bases de ce qui étaient les premiers journaux. Donc, oui, ça fait comment à ce moment-là? Le journal Le Charlevoisien. Okay. Il y avait juste le journal qui était ajouté. Maintenant, c'est devenu Le Charlevoisien, mais essentiellement, c'est le même nom. Okay. Voilà. Donc, j'ai passé ma vie dans les médias depuis 91 que j'œuvre là-dedans. Toujours du point de vue toujours écrit. Toujours écrit. Faites un petit peu des écarts de conduite à la télévision et à la radio, mais rapidement, c'est l'imprimé. C'était des collaborations. L'imprimé a toujours été mon champ d'action. On aime écrire. On aime écrire. Et je parle de fait même, on aime lire. Tout à fait. Le Charlevoisien, donc, a quel âge aujourd'hui? Il faudrait le calculer, mais il a 22 ans, 23 ans. Là, il arrive sur sa 23e année. Donc, on peut parler d'une institution médiatique dans la région. Donc, c'est le seul hebdomadaire. Il y en a eu longtemps deux. Mais aujourd'hui, ça demeure le seul hebdomadaire de la région de Charlevoix. Un hebdomadaire comme le Charlevoisien, dans une région comme Charlevoix, qui retrouve une seule station de radio, une télévision locale ou deux par le fait même avec la Malbaie. Les autres médias sont ici pour desservir, mais ils viennent de l'extérieur. Je veux dire, c'est important dans le fond. C'est même primordial. Bien, c'est important pour la démocratie parce que c'est un accès privilégié, je dirais, à une information avec humilité qu'on pense de qualité. Alors, c'est essentiel dans le quotidien des gens d'avoir accès à de l'information. Parce que le jour où cette information-là n'est plus disponible, bien, on a des gens qui sont moins formés, qui sont moins intéressés par les grands enjeux sociaux, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit culturel, peu importe le secteur. Donc, le journal fait partie, c'est un animateur du quotidien, au même titre que nos télévisions locales ou encore que la radio. Parce qu'effectivement, le mot local est très important. Il est très important. Alors, avec l'effritement des salles de presse, les grands quotidiens ou les journaux ou les médias, de façon générale, qui sont à l'extérieur, n'ont plus les ressources pour venir couvrir les grands enjeux ou encore fournir l'information qui est nécessaire pour que les gens se fassent une opinion, se fassent une idée des grands débats. Alors, c'est d'autant plus, dans le contexte actuel, important d'avoir ces médias d'information-là chez nous. Quand on parle d'enjeux, le monde du média, en général, est en modification, est en transformation globale, totale même. Le terme qui est utilisé, c'est le transfert numérique. C'est un terme qui peut être galvaudé, mais ça représente quand même assez bien le défi qui nous occupe actuellement. C'est-à-dire, c'est de trouver une façon efficace, rentable, puis qui conviennent aux besoins de notre lectorat, de livrer l'information en 2018. Ce serait de vous mentir de dire que les journaux roulent sur l'or actuellement. C'est pas le cas. Même qu'il y en a plusieurs qui, à l'année, quand ils regardent le chiffre, ben, c'est dans le rouge. On ne fait pas exception à la règle, c'est difficile. Par contre, on fait beaucoup d'efforts pour trouver le modèle qui pourra convenir. Parce que nos journaux sont autant, sinon davantage lus, quand on calcule notre lectorat, autant sur les plateformes numériques que sur les supports papier. On n'a jamais eu autant de lecteurs que ça du Charlevoisien. Et c'est le même constat dans les autres quotidiens. Le problème, c'est que le modèle économique basé sur des annonceurs qui prennent des publicités dans le journal, il y en a encore, heureusement. Heureusement, bien, ce modèle-là, s'effrite un peu. Il y a des annonceurs qui sont moins là et qui fait en sorte qu'il y a un point de rupture là, qui est atteint. Donc, il faut trouver une façon de conserver ce papier-là, de déployer ça sur nos plateformes numériques, mais en allant chercher les revenus nécessaires pour produire la nouvelle. Produire une nouvelle, là, ça coûte des sous, ça coûte de l'argent. Souvent... Il faut aller chercher l'information, ben oui, il faut s'asseoir, l'écrire, ensuite il faut l'imprimer. C'est toujours la même anecdote. Je parlais à des jeunes qui me disent « Ouais, mais des fois, j'aime ça, jaser un petit peu pour avoir leur perception. Toi, le journal, tu lis-tu? Ah non, je ne lis pas le journal. Moi, je fais longtemps que je ne lis plus au journal. Je prends toute mon information sur les Internet. Ah ouais, OK, c'est bon. Mais quelle information? Tu vas aller chercher où ton information sur Internet? Ah, Facebook. J'en partage, on a tout ça. OK, excellent, c'est bien. Mais puis ça provient de où? Ben, je ne sais pas d'où ça provient, l'information.
Mais cette information-là, souvent, Facebook se nourrit. Facebook, il n'y a pas de salle de presse. Hein, Facebook. LinkedIn, Instagram, ils n'ont pas de salle de presse. Ces gens-là s'abreuvent à même les médias d'information qui existent. Alors, ce sont les nouvelles du Charlevoixin qui se retrouvent partagées sur Facebook. Mais moi, Facebook ne paye pas ma salle de presse, c'est pas lui qui paye mon journaliste. Mais moi, je dois lui fournir un environnement de travail, je dois lui payer du matériel, je dois payer son savoir, sa compétence, je dois supporter, héberger un site Internet qui me coûte beaucoup de sous. Qui n'est pas en soi rentable aussi. Qui n'est pas en soi rentable. Alors, tout ça fait en sorte que l'information, finalement, elle n'est pas gratuite. Donc, il y a beaucoup d'éducation populaire qu'il faut faire aux gens. Et il faut continuer à chercher le bon modèle, la recette. Là. Si ça existait, là, ben, probablement que je vous la dirais, puis je vous donnerais un papier, puis suivez-la comme une sauce à spaghetti. Mais ce n'est pas le cas. La recette n'existe pas. Mais on la cherche. On fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de recherche et développement. On prend des moyens. Là, le gouvernement va nous aider un petit peu à trouver la recette. Le gouvernement, il ne nous aide pas à vivre. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas une subvention. Là. Non, ce n'est pas une subvention. D'abord, au Canada, ce sont des crédits d'impôt qui sont remboursables. Et au Québec, ce sont de l'argent qui sont vraiment pour financer des transferts numériques, c'est-à-dire quel sera notre modèle d'affaires. Je ne sais pas encore, je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui, mais c'est à ça qu'on s'affaire. La tendance, y a-t-il une tendance qui se dessine? Il n'y a pas de tendance qui se dessine. Il y a plusieurs essais, plusieurs écoles, plusieurs lignes de pensée. Est-ce que c'est des murs payants ou pas? Aux États-Unis, on voit que le mur payant, c'est pour avoir accès à l'information sur les Internet, il faut payer, revient un peu à la mode. Il y a beaucoup aussi du journalisme à la carte. Autrement dit, on va acheter ce qui nous intéresse. Maintenant, comment déployer cette publicité-là sur le web, ça c'est une autre histoire encore. Est-ce que la publicité, c'est un bon médium? Est-ce que c'est la publicité en est un bon? On ne le sait pas encore. Est-ce qu'il faut absolument conserver le papier? Je ne sais pas. Moi, je l'espère. Je pense que oui. Mais je ne suis pas ici pour vous livrer une recette parce que je ne l'ai pas. Mais j'ai une équipe de cuisiniers là, qui cherche à savoir comment on va fabriquer la meilleure sauce à spaghetti. Alors ça, méconnaissant, on va mettre en place le plan de réalisation puis on va aller de l'avant. Parce que moi, ce que je vous dis, c'est que si on ne fait rien, si on se dit « Ah non, ça va revenir, on va continuer comme ça va bien aller, les choses vont se replacer », moi, je vous annonce que ça ne se replacera pas. Le modèle va être efficace. Je veux dire, on ne peut pas se contenter d'être énormément lu et fermer les yeux. Il faut vraiment faire les efforts pour être capable d'avoir une structure qui soit efficiente, efficace et rentable pour produire de la nouvelle. Parce que c'est ça notre mission. Notre mission, c'est marqué dans votre journal, votre journal qui informe. C'est ça notre mission. C'est de faire de l'information chaque semaine. Mais pour faire de l'information chaque semaine, ça coûte des sous. Alors, comment aller chercher ces sous-là? Ben, c'est ce qu'on va chercher. Parce que le journal n'est pas en péril, il va bien. Il fait partie d'un groupe de 4 journaux. Oui, il fait partie des éditions nordiques, avec des journaux à Forestville, à Bécomo et à Sept-Îles. Donc, c'est toute l'Est du Québec. Et on a tous le même mandat. On parle beaucoup ensemble. On a des réunions d'éditeurs ensemble. On cherche des solutions qu'on va être capable d'appliquer aux quatre journaux. Mais pour revenir au Charlevoixin comme tel, il n'est pas en péril. C'est un journal qui va bien. Je parlais des problèmes de façon générale, mais chez nous, on fait nos frais, on arrive à faire nos frais, on est capable de maintenir une salle de presse intéressante à 4 journalistes, quand même beaucoup pour un hebdomadaire d'avoir 4 journalistes. Mais on pense qu'il faut miser sur l'information. On essaie de se démarquer avec de nouveaux styles, de nouveaux types de produits, de contenus. Alors tout ça, il y a des efforts qui se font, on change un peu les choses, on modernise le déploiement, on est un peu plus nerveux sur le web. Donc je vous dis, il y a beaucoup de travail qui se fait, mais ça ne change en rien le défi premier qui est d'arriver à un modèle qui soit efficace, efficient et rentable pour actualiser notre mission. Depuis votre arrivée, on a vu le retour de certaines personnes qui ont une belle plume. Ouais. Alors, c'était comme une nécessité en soi? C'était une signature du journal? Pas nécessairement. En fait, moi, une chose que je crois, puis que je peux percevoir, parce que j'étudie à peu près tout ce qui se fait en matière de médias écrits, puis je surveille à peu près tout ce qui se fait en nouvelles tendances. Mais une chose est certaine, la chronique, le type chronique est un style journalistique qui est excessivement lu. Alors, qui retrouve beaucoup d'adeptes. Donc, c'était essentiel d'instaurer ces chroniques-là. Il y en aura d'autres d'ailleurs. Donc, c'était essentiel d'arriver avec ces chroniques-là. Maintenant, il faut que tu regardes qu'est-ce que tu as de disponible. Les gens qui sont disponibles pour signer une chronique, qui ont un peu d'expérience. Puis ces gens-là, avec qui j'avais déjà travaillé, puis je suis convaincu de la qualité de leur plume.
Puis ils ont accepté de revenir, puis ils ont accepté de signer leur nom au bas d'une chronique. Puis je pense que c'est un beau succès. Ça connaît un beau succès. C'est apprécié des lecteurs. Les gens, c'est nos chroniqueuses, parce que ce sont des filles pour l'instant. Nos deux chroniqueuses, on reçoit beaucoup de messages, de commentaires qui me fait dire que bon, on s'est peut-être pas trompé sur ce côté-là. Parce que, de fait, on dit que de plus en plus l'image prend la place. Oui. Là, on parle de chronique. Chronique, c'est des écrits. Oui. C'est des gens qui donnent un peu leur opinion ou leur façon de voir les choses. Toujours un peu avec le contexte éditorialiste du journal comme tel. Y a-t-il une ligne de conduite en tant qu'éditeur sur ce que vous voulez donner en termes de... C'est deux choses différentes. Oui. L'éditorial, on n'en a pas. L'éditorial est un style journalistique différent. Où là, du journal. Qui se doit, par définition, donner la couleur du journal. La chronique, c'est un autre style journalistique sur lequel les chroniqueurs ont carte blanche. Perception. OK, c'est bon. Mais je veux dire, avant de faire confiance à un chroniqueur, on s'assure que ses valeurs correspondent à celles du journal. Ça va de soi, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Alors dans ce cas-là, oui, ça correspond aux valeurs du journal, puis on leur fait confiance. Combien de personnes au total qui travaillent? Une quinzaine de personnes qui travaillent tout et partout. Produire? Adjointe administrative, chef d'atelier pour le graphisme, 4 journalistes, des distributeurs, des conseillers publicitaires, des conseillers marketing qui sont là aussi avec nous. C'est une quinzaine de personnes. Répartis à la Malbaie? Oui, on a 2 bureaux qui sont à la Malbaie à Baie-Saint-Paul. Le siège social reste à la Malbaie quand même. On a un bureau ici depuis les tout débuts ici à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est 2 bureaux satellites qui sont accessibles dans chaque fois là, à peu près au centre-ville. Est-ce que, parce qu'on regarde une région comme Charlevoix, oui, qui est une région, on le sait, même si on fait partie de la capitale nationale, on monte la côte de la Miche, on arrive dans un autre monde. Oui. Si effectivement les médias locaux n'existaient plus par rapport à ce qui se produit dans le milieu urbain, donc y avoir travaillé avec le soleil, finalement, il y aurait une grosse faiblesse en termes de couverture médiatique pour les régions. Est-ce que les régions sont appelées comme à disparaître? Sur le radar médiatique, oui, certainement. Mais en fait, ça, c'est depuis des années, depuis 30 ans, la production de nouvelles régionales, de régions qui sont produites dans l'ensemble des médias est en chute libre. Les salles de presse s'effritent. C'est pas une cachette. Au Journal de Québec, au Journal Le Soleil, qui sont les 2 quotidiens les plus près, les salles de presse ont fondu à travers les années. Alors, les ressources ne sont plus disponibles pour couvrir les enjeux dans les régions limitrophes, que ce soit en Beauce, que ce soit dans Port-Neuf, que ce soit à Montmagny, que ce soit dans Charlevoix. Ils n'ont plus les ressources. À l'époque, il y avait 19 collaborateurs au Journal Le Soleil en région. 19 collaborateurs dans chacune des régions, dont Charlevoix. Aujourd'hui, il y en a 4. Il n'y en a plus dans Charlevoix non plus. Il y en a 4. Alors, c'est mathématique. Il va y avoir moins de contenu, moins de nouvelles qui vont émaner des régions. Les régions, donc, ne seront pas entendues. Et c'est le défi des médias locaux. Ils permettent d'avoir une tribune pour les gens de s'exprimer, de proposer des débats de société, des enjeux politiques, des problématiques économiques. Donc, tout ça, on les retrouve à l'intérieur des médias locaux, régionaux, si vous préférez, et qui, à tout le moins, renseignent les gens sur leur quotidien à eux. Ils ne sont pas obligés de lire ce qui se passe à Québec, nécessairement. Et voilà. On n'a pas la circulation de Québec, on sait ce qui se passe ici comme tel. À tout le moins, à tout le moins. Tout est là. Quand je regarde le monde dans lequel vous êtes présentement, je dirais la crise que vivent les médias présentement, le départ du milieu urbain pour revenir en région, je veux dire, c'était un timing pour vous, pour dire, tiens, ça me tente? C'est un choix qui est pas professionnel. Je suis très heureux au Soleil. J'étais bien traité. J'avais des défis ambitieux. Comme je disais, j'étais 4 ans chef des nouvelles, puis 3 ans, je m'occupais du contenu web pour l'ensemble des quotidiens du groupe GCM, le groupe Capital Média. Mais il arrive un moment donné où j'ai toujours été dans la région, ma maison est encore ici, puis ma famille est ici, mes amis sont ici, ma conjointe n'a jamais quitté Baie-Saint-Paul. Alors, chaque fin de semaine, j'étais ici. Donc, à un moment donné, il arrive un temps où il faut que tu fasses des choix personnels, puis il était temps que je rentre à la maison, tout simplement. Et le défi s'est présenté, puis
j'ai sauté à pieds joints. C'est ce que je sais faire, c'est tout ce que je sais faire de l'information. Alors, du journal, c'est ce que j'ai fait pendant près de 30 ans. Il y avait un besoin ici avec le Charlevoisien. Ça n'arrêtera pas demain. Là, non, alors, le défi est là. Donc, le cerveau travaille, puis c'est de trouver la bonne formule. Oui, puis j'aime bien mon Charlevoix. Je n'étais pas parti, je ne suis pas en chicane, j'ai jamais été en confrontation avec ma région, fait que c'était normal pour moi d'y revenir, puis je regrette pas mon choix. On ne s'ennuie pas du milieu urbain. Non, mais j'avais besoin aussi d'aller chercher cette expertise-là dans un autre média pour être capable d'assumer pleinement le rôle que j'ai, qui est de diriger un hebdomadaire, et surtout le défi qui l'occupe actuellement. Bien, bon retour. Merci. Et bon succès. Merci. En espérant qu'on trouve la formule le plus rapidement possible. On va trouver de quoi. On va essayer de quoi. Je veux dire, c'est sûr, je ne baisse pas les bras. Qui ne risque rien. Voilà, on va essayer de quoi. On va essayer d'être créatif, d'être novateur, tout en conservant notre mission de base, qui est celle de produire de l'information de qualité. Mais on risque de surprendre parce que j'en parlerai pas, j'en reviendrai, là, mais il y a énormément de projets, puis d'idées créatives qui vont peut-être nous permettre de tout. Ah, oui, effectivement. Oui, ça nous fera plaisir de vous recevoir à nouveau. Chose certaine, il y a de l'action qui s'en vient. Tout à fait. Bien, merci de votre visite. Ça fait plaisir. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88-435-5134 et on regardera ensemble quand est-ce que nous pourrons vous mettre, comme on dit, à l'horaire. Merci donc à mes invités. Merci à Normand à la technique. Moi, je vous lance l'invitation. Si vous avez, bien sûr, des possibilités ou des impossibilités de regarder nos émissions à la télévision, bien, regardez-nous suite à notre site Internet tvcotv.com et vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos productions. Et bien sûr, il y a toujours Facebook, notre page Facebook, qui bien sûr s'appelle TVCO, la télévision qui vous regarde. Comme ça, vous allez pouvoir nous suivre et ce, quand bon vous semble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, très bientôt, même heure, même poste, comme on dit. D'ici là, portez-vous bien. C'est le temps des fêtes. C'est le temps, effectivement, d'achat de cadeaux de Noël. Comme on dit, faites-vous plaisir, mais en même temps, soyez, comme on dit, raisonnable dans vos dépenses. Merci, à très bientôt. Au revoir.